Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle revue de presse. Benjamin Tremblay avec vous pour la soirée. On va faire ça rapidement, essayer de revenir un peu sur les événements de la semaine. On est le 30 janvier au moment d'enregistrer tout ça. Il est actuellement 18h. Ce sera publié un peu plus tard en soirée ce soir et ce sera disponible pour tout le monde également sur Facebook et YouTube pour ce qui est des membres exclusifs, bien sûr. D'abord, un gros merci à chacun d'entre vous pour la semaine dernière. On a eu vraiment une performance extraordinaire avec la vidéo sur l'Ukraine. C'est très certainement en fait notre vidéo qui a le mieux performé depuis toujours. C'est un record à 7 jours sur Terre. On n'a jamais vraiment vu ce genre de performance-là et de portée après aussi peu de temps. En à peine 48 heures, je crois, on avait déjà atteint 100 000 visionnements. Donc ça, je vous en remercie infiniment. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous qui en parlez avec vos amis, qui partagez les vidéos et qui passez la bonne nouvelle à tous ceux qui sont intéressés par les enjeux internationaux et de géopolitique. Aujourd'hui, on aura bien sûr l'occasion donc de revenir sur ce dossier de la question de l'Ukraine et de l'invasion potentielle des territoires de l'Est par la Russie. Nous aurons également l'occasion, bien sûr, de parler de ce fameux convoi de la liberté, convoi de camionneurs qui est en direction, en fait, qui est actuellement à Ottawa pour les prochains jours. On s'attend à ce que c'est une manifestation qui va durer pour un petit moment. On aura l'occasion donc de discuter de ça, des enjeux politiques surtout, parce que je n'ai pas vraiment envie de me positionner sur la manifestation en tant que telle, sur les implications. Ce n'est pas un événement, disons, à conséquences géopolitiques majeures, du moins pas pour le moment. On verra dans quelle direction ça se développe, les réactions des partis politiques et des différents acteurs, mais pour le moment, je pense que ça vaut la peine d'en discuter plus comme un événement local. On aura l'occasion de le faire en deuxième partie. Je veux aussi qu'on ait un peu la chance de revenir sur le sujet de la semaine, ce qu'on va parler donc à la prochaine émission. Et il sera question de la Chine et de son influence en Amérique latine. C'est quelque chose qu'on a souvent eu l'intention d'aborder à 7 jours sur Terre, jamais vraiment eu l'opportunité de le faire par le passé. On était censé le faire la semaine dernière, en fait. Et c'est vraiment en ayant des discussions sur le sujet avec Gabriel, qui est à la recherche, mais aussi avec d'autres gens qui touchent de près ou de loin, à leur demander est-ce que c'était vraiment une bonne idée de parler de la Chine dans le contexte qu'on connaissait avec la Russie, l'Ukraine et l'évasion potentielle des territoires de l'Est et les tensions qu'on connaissait dans cette région-là. Je trouvais que c'était un peu déconnecté que de parler de la Chine et de son influence en Amérique latine à un moment où il y avait autant de tensions en Europe. Donc on a fait un petit détour cette semaine. Je pense que ça a été le bon geste, c'était la chose à faire de voir visiblement la réponse qu'il y a eu pour cette vidéo-là. Cela étant dit, on aura l'occasion dès cette semaine de revenir sur donc, notre sujet original, celui qu'on avait l'intention d'aborder, qui, à mon avis, est aussi extrêmement intéressant, peut-être juste un peu moins actif ou moins chaud un peu sur la planète géopolitique actuellement. On sait l'Ukraine, la Russie retient énormément d'attention, puis c'est tout à fait normal. Donc en terminant, on reviendra, si on a le temps, bien sûr, je l'espère. Je ne veux pas m'éterniser non plus avec 1h30 de revue de presse, mais si on aura l'occasion de revenir un peu sur le sujet de la semaine avec la Chine, son influence, ses intérêts, puis comment réagissent un peu les États-Unis dans la région. Donc, commençons sans plus tarder avec l'Ukraine, Russie. Faisons un petit tour de terrain peut-être pour essayer de savoir quels sont les plus récents développements sur l'enjeu militaire, mais aussi la question diplomatique, parce qu'on sait qu'il y a des efforts diplomatiques extrêmement intenses qui sont toujours en cours entre les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, la France, l'Allemagne, l'Union européenne elle-même, mais aussi beaucoup d'autres acteurs régionaux. On a vu les États-Unis discuter activement avec le Qatar afin de réapprovisionner le gaz naturel en Europe. Attendez-vous d'ailleurs à une rencontre entre l'émir du Qatar et le président Joe Biden, rencontre directe entre les deux pour vous donner qui aura lieu notamment à la Maison-Blanche. On sait que ça fait très longtemps qu'il n'y a plus vraiment de visites d'État, ou du moins leur nombre a grandement diminué depuis la COVID-19, depuis le début de la pandémie en mars 2020. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas vraiment eu de rencontre bilatérale ou même de sommet international entre différents leaders, entre différents chefs d'État. C'est un peu un témoignage de l'importance de cette rencontre-là que Joe Biden accepte de recevoir l'émir du Qatar directement à la Maison-Blanche. C'est que la situation est extrêmement grave. On l'a touché un peu dans notre vidéo sur l'Ukraine. Il y a une arme stratégique extrêmement puissante qui est le gaz naturel, qui est détenu par la Russie de Vladimir Poutine. Et l'Ouest ne peut pas vraiment faire grand-chose tant que Poutine s'affiche comme étant prêt à utiliser cette arme-là. Parce que soyons très clairs, c'est pas comme si c'était non plus
quelque chose que Poutine était particulièrement enthousiaste à utiliser vis-à-vis de l'Ouest ou vis-à-vis de ses clients, parce que c'est de quoi il est question. On parle de clients de la Russie qui sont actuellement les mains liées sur la question géopolitique de l'Ukraine et plus largement sur la sécurité de l'Europe, parce qu'ils savent que si jamais ils sont pour froisser la Russie de quelque manière que ce soit, ils se font couper leur approvisionnement aussi rapidement que c'est arrivé. Et ça, dans un tel scénario, ce serait une crise énergétique pour l'Europe. Et autant, bon, comme je vous le dis, c'est une arme stratégique extraordinaire, autant pour Vladimir Poutine, il y a des limites à l'utilisation de cette arme-là. Déjà, on le voit. Les gens qui sont dépendants du pétrole de la Russie, ils réalisent progressivement que ça n'a pas de bon sens. Ils réalisent que c'est une arme de manipulation géopolitique contre les intérêts de leur État et que lorsque ça fait l'affaire du Kremlin, il sera absolument raisonnable et acceptable d'utiliser le gaz naturel pour atteindre des objectifs géopolitiques, politiques ou de sécurité, ou même militaires. Ça fait extrêmement mal à la Russie. Et c'est devant ce dilemme-là un peu que s'est retrouvé Vladimir Poutine au cours des derniers mois. Il faut s'attendre à ce que ça va continuer aussi à la mesure où la crise va se développer. C'est que Poutine doit garder une certaine crédibilité. La Russie a besoin de ses revenus de gaz naturel. C'est quelque chose comme 45 ou 46 % des revenus totaux de l'État de la Russie. C'est comme si Hydro-Québec représentait, de par ses exportations, environ 46 %, presque la moitié des revenus de l'État québécois. Ce serait évidemment une situation de dépendance assez réciproque, non seulement pour les clients du Québec, mais aussi pour le Québec lui-même, qui devrait se débrouiller avec une industrie qui peut s'avérer volatile, dépendamment du marché. C'est sûr, là, on n'est pas dans le gaz naturel au Québec, ni dans le pétrole, on est dans l'hydroélectricité, c'est un peu plus stable, puis le marché en Amérique du Nord est un peu plus stable. Cela étant dit, si vous regardez en Europe, Poutine est un peu devant cet enjeu-là. Avec 46 % de ses revenus qui viennent du gaz naturel, tu ne peux pas nécessairement juste décider du jour au lendemain de fermer la switch, fermer le robinet et d'arrêter d'approvisionner l'Europe parce qu'il va y avoir des conséquences économiques immédiates sur la Russie qui font que cette arme-là doit être utilisée avec énormément de précautions. S'il fallait que la Russie applique son levier stratégique, qu'elle décide de l'utiliser et de couper l'approvisionnement en Europe, ça aurait un petit effet stratégique. Évidemment, l'Europe vivrait une crise énergétique. Il faudrait rentrer dans une espèce de phase de crise où on irait chercher une phase d'urgence, où on irait chercher des surplus de gaz naturel chez d'autres producteurs, notamment le Qatar, comme on l'a mentionné plus tôt, mais aussi, peut-être aux États-Unis, peut-être en Libye, les pays d'Afrique du Nord. Il faut s'attendre à ce que les États-Unis et les alliés européens se retrouvent dans une situation où ils vont aller chercher partout, chaque petit mètre cube de gaz naturel, on va aller le récupérer autant que possible parce qu'on est conscient de l'urgence de la situation. Mais si jamais ça se produit, de son côté, la Russie va pouvoir bien sûr l'exploiter pendant quelques semaines, mais à un moment donné, la crise va se résorber à la mesure où les États-Unis ou les pays européens vont ajuster leurs demandes, vont trouver d'autres sources d'approvisionnement, à la mesure où les autres producteurs qui ont peut-être un intérêt à prendre des parts de marché à la Russie, à la mesure où tout ça va se placer, la Russie va perdre son levier stratégique. Et non seulement elle va perdre son levier stratégique, en plus de ça, elle va perdre ses revenus d'État. Elle va perdre au-dessus de 46 % des revenus d'État. Il faut comprendre donc que pour Poutine, c'est un calcul extrêmement délicat. Il ne veut pas nécessairement aller dans cette direction-là. Et même si c'est une épée de Damoclès au-dessus de l'Europe, c'en est aussi une au-dessus de la tête de la Russie. Et là, le problème, comme je vous le disais, c'est qu'il a exposé cette arme-là comme étant un outil, une extension de sa politique étrangère. Ça va être très douloureux pour la Russie. Il faut s'attendre dans les prochaines années, à mon avis, que ce à quoi on a assisté en Europe avec la crise énergétique des derniers mois, mais aussi avec l'influence du Kremlin sur les prix d'énergie, sur les réserves de gaz naturel en Europe, évidemment, l'Europe, qu'il y ait invasion ou pas en Ukraine, les pays européens vont essayer de se découpler du gaz naturel russe. Ce ne sera pas facile. Il y a des infrastructures importantes qui sont déjà en place, des pipelines, des gazoducs qui permettent le transfert facile et, disons, à bas prix du gaz naturel de la Russie, surtout de la Sibérie. Mais il ne faut pas exclure un scénario dans lequel, en fait, c'est le scénario auquel je m'attendrais le plus, là. Les pays européens réalisent qu'il y a un problème énorme et progressivement se découplent du gaz naturel russe en allant chercher de nouveaux approvisionnements. Et ça, bien sûr, la Russie, va perdre des parts de marché à travers ce processus-là. Mais moi,
je m'attends à ce qu'on voit une espèce de réalignement du marché de l'énergie à travers le monde. La Russie est un peu contre nature qu'elle approvisionne les pays européens, sachant justement l'antagonisme qui est entre les deux, puis la tension qui est entre les deux blocs géopolitiques. La Russie, disons l'ex-URSS, ça a toujours été un peu contre nature, cette espèce de dépendance économique envers le gaz naturel russe. Donc, à mon avis, on va voir émerger d'autres producteurs dans le marché européen. On va voir, par exemple, justement, le Qatar va prendre plus de place. Actuellement, le gros problème du Qatar, c'est qu'il y a trop de contrats à long terme avec les pays asiatiques. Ce sont eux actuellement qui mobilisent l'essentiel de la production du Qatar, qui en passant, je pense que c'est le deuxième ou le premier plus gros producteur de gaz naturel liquéfié au monde. Donc, il y a une grosse capacité d'exportation au Qatar. Le problème, c'est que c'est mobilisé dans des pays asiatiques sur des contrats à long terme. Je pense qu'actuellement, le Qatar fournit quelque chose comme 5% du gaz naturel en Europe. Donc, ça va se faire à très long terme. Il va falloir remplacer les contrats. Ça va se faire progressivement. Mais éventuellement, ces pays-là vont approvisionner l'Europe au détriment de la Russie. Et la Russie, de son côté, va faire la manœuvre inverse, va se mettre à approvisionner ces pays asiatiques qui auront perdu leur approvisionnement et qui vont chercher pour un moyen de se réapprovisionner aussi rapidement que possible. Maintenant, est-ce que ça va être facile pour la Russie? Pas du tout, là. On s'entend. Ils ont l'Asie centrale qui est sur leur influence, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, tout ça, c'est des pays qui sont largement sous influence soit de la Russie, soit de la Chine. Donc, il y a moyen peut-être de développer de l'infrastructure, d'envoyer des pipelines à travers cette région-là, des gazoducs, puis de développer la capacité d'exportation. Mais c'est cher, là. Ça va coûter extrêmement cher. Ça implique que la Russie va être encore plus active en Asie centrale. Il y a déjà des gros problèmes au Kazakhstan. On a vu des tensions assez importantes avec l'Ouzbékistan, notamment. Fait que, tu sais, il faut comprendre que la Russie, autant, oui, il y a des solutions. Si jamais ils lâchent notre gaz naturel, on ira le vendre à quelqu'un d'autre. C'est sûr. La planète ne va pas consommer moins de gaz naturel parce que la Russie ne fournit plus l'Europe. On va en avoir besoin d'autant. Donc, soit c'est une augmentation considérable des prix, ça, il faut s'y attendre à court terme. En attendant que cette transition-là va avoir lieu, c'est clair que le marché asiatique, que le marché européen, il va avoir des hausses de prix phénoménales sur le prix de l'énergie, tout simplement parce qu'on va être au beau milieu de cette transition-là. Et que tant et aussi longtemps que l'infrastructure ne sera pas aussi efficace et aussi robuste qu'elle l'était quand la Russie approvisionnait l'Europe, il va y avoir une augmentation des coûts. Évidemment, ça va paraître sur le prix du gaz naturel au bout de la ligne parce qu'il va partir de plus loin avec de l'infrastructure moins efficace, moins robuste. Donc, augmentation du prix du gaz naturel. La Russie va être beaucoup plus active en Asie avec les pays qui sont actuellement dépendants du Qatar. Et à l'inverse, on va voir l'Europe qui semble plus à l'aise avec le Qatar. Mais aussi avec les producteurs du Moyen-Orient. Probablement que l'Europe va se déplacer plus vers ces producteurs-là qui, disons-le, le Qatar a quand même une réputation extrêmement enviable comme producteur de gaz naturel liquéfié pour la simple et bonne raison que, justement, le Qatar comprend c'est quoi sa business. On parle d'un État d'environ 2,5 millions de personnes, le Qatar. C'est pas gros, c'est même pas... C'est à peu près la ville de Montréal. Là. C'est vraiment pas très gros. Et c'est un des plus gros producteurs, sinon le plus gros exportateur de gaz naturel sur la planète. Donc, ils ont compris que s'ils voulaient réussir sur la planète et dans le marché de l'énergie en 2022, ils devaient s'habituer à se placer entre les grandes puissances, à ne pas froisser les gros joueurs, à ne pas trop s'impliquer politiquement et géopolitiquement, parce que souvent, c'est ce qui va causer des problèmes. On le voit avec la Russie en ce moment. C'est ce qui va causer la perte de leur marché. C'est ce qui va faire qu'ils vont avoir de la difficulté à se trouver des nouveaux clients en Asie, parce que tout le monde va se dire, t'as peu là, moi, si je suis Japon et que la Russie vient de faire un tour de passe-passe comme ça avec l'Ukraine et vient de s'en servir à son avantage, je serais assez suspicieux de l'influence du Kremlin. Donc, il faut s'attendre à ce que pour la Russie, trouver des nouveaux marchés, ça va être relativement difficile d'aller trouver des nouveaux joueurs qui vont l'acheter. Le Qatar a compris ça. Le Qatar a compris que si on est pour vendre du gaz naturel à la planète et si c'est pour être notre industrie principale et vitale, eh bien, on n'ira pas se mêler des affaires des autres parce que ça va finir par se retourner contre nous. Donc, si j'étais l'Europe, l'attitude du Qatar est clairement plus compatible avec un approvisionnement à long terme de gaz naturel pour la simple et bonne raison que le Qatar, tout ce qu'il veut, c'est faire de l'argent, que l'argent rentre et qu'il n'y ait pas de disruption à ce flot d'argent-là.
Vous avez vu notamment, là, ça c'est ce qui m'inquiétait beaucoup au moment où on entendait des négociations avec le Qatar. Le Qatar, on a un peu un petit problème étant que le Qatar est directement sur le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz étant une voie navale menant jusqu'à l'Iran qui est largement, on pourrait accepter, là, sous le contrôle de l'Iran. L'Iran exerce une influence incroyable sur ce détroit. Et il y a eu souvent des spéculations. Là, à chaque fois où la tension monte entre l'Iran et les États-Unis, on entend parler de l'Iran qui bloquerait le détroit d'Ormuz. Et ce serait une catastrophe pour le marché de l'énergie mondiale à cause, bien sûr, de la quantité qui sort, de la quantité de navires et de cargos qui sortent à partir du détroit d'Ormuz et qui y entrent, qui y transitent, bref, pour transiter de l'énergie. Et là, la question qu'il y avait un peu sur la table, à partir du moment où on savait que l'Iran était aligné avec la Russie sur la question ukrainienne, l'Iran dit « OK, on back la Russie », puis d'un autre côté, tu as le Qatar qui vient dire « Bien, nous autres, on va enlever le levier stratégique de la Russie, on va y enlever le gun de la main en allant fournir du gaz naturel en Europe. » Comment? En faisant naviguer des navires à travers le détroit d'Ormuz. Disons que c'était assez clair qu'est-ce qui pourrait se produire, là. L'Iran aurait pu couler des navires du Qatar ou aurait pu tout simplement faire un blocus naval pour empêcher la livraison du gaz naturel sous prétexte que ça nuisait aux intérêts de son allié, la Russie. Et donc, disons qu'il y a eu quelques inquiétudes là-dessus, et c'est pour ça qu'à mon avis, le Qatar est aussi formidable pour ce genre de truc. Le Qatar, oui, a des relations avec l'Iran, mais il a aussi des relations avec la Russie, il a aussi des relations avec les États-Unis, il y a des relations avec tout le monde. Donc là, ce à quoi on a assisté la semaine dernière, et j'ai suivi cette rencontre-là avec beaucoup d'intérêt, croyez-moi, parce que, justement, à cause du contexte, que ce qu'on voyait autour, on sait que les États-Unis vont recevoir l'émir du Qatar cette semaine, je crois, demain ou après-demain, pour discuter justement de l'envoi d'énergie à partir du détroit d'Ormuz jusqu'en Europe pour enlever le gun de la Russie. Bon, on a su que une journée, 2 journées avant de s'en aller à Washington, l'émir du Qatar a été rencontré en Iran directement, le leadership iranien. Donc, Ibrahim Raisi et l'ayatollah, etc. Et on présume les autorités de sécurité, d'énergie, etc. Pour aller discuter, on dit, de toute une variété d'enjeux. Variété d'enjeux, ça peut être 50 affaires. Là. Ça peut être le deal iranien, ça peut être n'importe quoi. Mais à mon avis, il y avait aussi la question de l'exportation de l'énergie à partir du détroit d'Ormuz. Parce qu'on s'entend que le Qatar, qui justement est conscient de sa position, est conscient qu'il ne veut pas s'embarquer dans des conflits géopolitiques qu'il ne pourra pas lui-même mener à bien. On s'entend, là, c'est un petit pays avec un certain réseau diplomatique, mais ce n'est pas le Qatar qui va changer l'ordre mondial demain matin. Ils sont conscients de ça et donc, je voulais parler avec l'Iran pour savoir, là, c'est quoi qui arrive si jamais on sort des navires à tour de bras de gaz naturel pour les envoyer en Europe, pour réapprovisionner l'Europe au détriment des intérêts de la Russie, un de vos alliés. Qu'est-ce que vous allez faire? Cette discussion-là, assez évidemment, a eu lieu. On ne connaît pas la conclusion. On ne sait pas s'il y a eu un quiproquo, s'il y a eu quelque chose qui a été convenu entre les deux. On n'en a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une rencontre avec la Maison-Blanche dans les prochaines heures et la question sera discutée. Maintenant, est-ce que l'Iran va vraiment laisser des navires du Qatar sortir comme ça en toute impunité? Est-ce qu'il va y avoir une intervention? La Russie, en passant, a été stationnée de ses propres navires de guerre à quelques kilomètres à peine du détroit d'Ormuz, directement dans le port de, mon Dieu, je ne veux pas vous dire n'importe quoi, le nom du port, mais sont stationnés sur un port iranien militaire le long du détroit d'Ormuz. La Russie a envoyé 4 navires de guerre pour participer à des exercices avec l'Iran. Donc, vous voyez un peu les pions, comment ça se plaçait, là. Le Qatar qui émergeait un peu comme la solution à la crise de l'énergie à travers le détroit d'Ormuz, et les Russes qui déploient des navires dans le détroit d'Ormuz à côté de leurs voisins de l'Iran. Moi, c'est ça qui m'a inquiété énormément. Ce genre d'escalade-là aurait pu nous mener, et je pèse mes mots, aurait pu nous mener à une 3e guerre mondiale. Pour de vrai, sans blague. De bloquer le détroit d'Ormuz, ça aurait forcé une intervention américaine, il n'y a aucun doute. Maintenant, si on parle quand même de navires russes impliqués avec l'Iran qui coulent ou qui bloquent des navires en sortant en direction du Qatar, c'est les intérêts de tous les pays européens qui sont en jeu. On parle d'une crise énergétique comme on n'en aurait pas vu depuis très longtemps.
ça aurait été extrêmement dangereux. Là, où là, tu mets la Russie, les États-Unis, l'Iran, puis tout le monde dans le même paquet, ça commence à être un peu plus dangereux et on ne voulait pas que un conflit régional sur la question ukrainienne se transforme en conflit mondial, où là, on commence à inclure des petites batailles en Afrique, puis des petites batailles au Moyen-Orient, et puis là, parce que tout le monde essaie de bloquer les intérêts. C'est comme ça que ça commence et ça ne finit plus. À partir du moment où on commence à jouer cette partie d'échecs-là, il n'y a pas de bout. Donc ça me faisait très peur et je peux vous rassurer un peu en vous disant que le Qatar semble être très actif au niveau diplomatique avec l'Iran pour essayer de désamorcer cette menace-là. Et encore une fois, pour continuer sur la question diplomatique, maintenant qu'on a traité un peu plus l'enjeu de l'énergie, on voit la Russie essayer de mettre le break un peu sur l'impression qu'elle était sur le point d'envahir l'Ukraine. Cette impression-là, qui, soyons très clairs, a été essentiellement manufacturée par les médias occidentaux, par les médias américains. Il n'y a pas de réel... Et là, je pèse mes mots encore une fois. Mais pour citer le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, on ne peut pas affirmer sérieusement que la Russie vient de déployer 100 000 soldats le long de sa frontière ou même que ça constitue une escalade par rapport à ce qu'on a vu depuis 6 mois. Souvenez-vous, cet été, on parlait de cette fameuse escalade et de cet amassement des troupes russes à la frontière ukrainienne. On en parlait déjà. Maintenant, est-ce qu'il s'en est ajouté encore plus depuis ce temps-là? Un peu, mais pas énormément. On est resté autour des mêmes chiffres, autour de 90 à 120 000 troupes qui sont déployées, dit-on, près de la frontière ukrainienne. Mais ça encore, ça reste extrêmement spéculatif, extrêmement... c'est un propos qui peut être tourné de plusieurs manières. Là, quand on dit que c'est près de la frontière ukrainienne, il y a certaines des bases russes qu'on identifie comme étant près de la frontière ukrainienne sont à quelques 250 km à l'intérieur de la frontière. Donc, est-ce que c'est près? Est-ce qu'ils sont réellement sur le point d'envahir à une question d'heure? Je ne croirais pas. Et si vous voulez l'avis du président Zelensky, président ukrainien lui-même, c'est pas son avis non plus. Il ne croit pas non plus qu'il va y avoir une invasion dans les prochaines heures. C'est une impression qui a été largement alimentée par les déclarations, comme on l'avait mentionné dans la vidéo de cette semaine, par les déclarations de Boris Johnson, de Joe Biden, qui, disons-le, sont tous les deux en très, très mauvaise situation dans leurs pays respectifs au niveau électoral, politique. Dans les sondages, Joe Biden est au plus bas qu'un président a été à ce point-là d'un mandat depuis Donald Trump. Le seul qui a atteint ce point-là dans les sondages, c'était Donald Trump. Donc, quand on parle d'un fameux président impopulaire, Joe Biden est aussi impopulaire que c'est possible en termes mathématiques aux États-Unis. On n'a jamais vu ça avant, à part pour Trump, qui était, on s'entend, un des présidents les plus divisifs. Donc, il faut prendre ça en considération, qu'on a deux politiciens qui sont en difficulté, qui cherchent à changer la narrative, qui cherchent à trouver une éclipse médiatique qui pourrait un peu camoufler leurs propres échecs domestiques, parce que dans les deux cas, c'est de quoi il est question. Pour Joe Biden, on parle d'un président qui a eu énormément de difficultés, qui n'a pas réussi à faire passer son plan économique d'infrastructure, qui n'a pas réussi à faire passer ses promesses phares, qui est actuellement confronté à une défaite presque inévitable aux prochains midterms l'an prochain. Je devrais dire même l'an prochain. Donc, il faut comprendre qu'on a des politiciens qui sont dans une situation qui justifierait ce genre d'appel à la panique-là, parce qu'évidemment, ils veulent changer de sujet. Joe Biden essaie de nommer un nouveau juge à la Cour suprême. Ce n'est pas anodin non plus. Le juge Breyer qui vient d'annoncer sa retraite, c'est notamment parce qu'il a dû avoir quelqu'un au Parti démocrate qui a pogné le téléphone, qui a dit « Écoutez, M. Breyer, vous avez 81 ans, les chances sont qu'on perd la prochaine élection de mi-mandat, et si c'est le cas, on va perdre notre sélection à la Cour suprême, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va être là, on ne sait pas combien de temps vous allez être là. » Il est assez évident que le Parti démocrate, Joe Biden, sont en train de mettre la table pour une défaite au midterm. Joe Biden est actuellement en train de mettre de l'avant comme projet politique la question du climat.
c'est aussi une représentation de sa vulnérabilité politique pour les midterms. C'est qu'il sait très bien qu'il va perdre dans 1 an et demi, puis qu'il n'y aura plus rien dans les mains et qu'il va être comme on appelle un lame duck. Il n'y aura pas la Chambre et il n'y aura pas le Sénat. Ce qui veut dire que, comme on dit en anglais, you got a pen and a phone. Tu as un téléphone et un crayon. C'est tout ce qu'il va avoir comme recours législatif, si on veut. Puis autant la présidence américaine est très, a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, puis on peut lui prêter beaucoup de fonctions, si on veut. Avec un crayon puis un téléphone, il peut en faire pas mal. On pourrait aussi dire que ça va être difficile de faire avancer ses plus grosses promesses. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Le climat, la Cour suprême, parce qu'on le voit bien qu'il n'y aura plus assez de démocrates à partir de dans 1 an et demi, pour régler ces questions-là. Et à une élection générale contre Trump, ça va être difficile à un moment donné là, d'arriver à convaincre des démocrates que notre mandat était un succès, puis le mandat démocrate, le mandat de Joe Biden, notre mandat a été donc bien fantastique, mais on n'a pas réussi à rien faire, puis pas réussi à l'infrastructure, pas réussi à la Cour suprême, pas réussi à m'amener. Donc, on change l'agenda pour ça. Maintenant, la Russie, est-ce que ça fait partie de tout ça? Je vous laisse en faire votre propre jugement, mais à mon avis, il y a certainement une part d'exagération qui vient du contexte politique. Boris Johnson, de son côté, premier ministre britannique, dis-je bien, est en mauvaise position à cause du fameux Partygate sur la COVID. Monsieur Johnson aurait tenu des fêtes privées avec des membres de son cabinet, des membres de son parti et des bénévoles, des employés du parti à l'intérieur de la résidence officielle, Number 10 sur Downing Street, à un moment où les Britanniques étaient lourdement confinés là, et qui n'avaient absolument aucun droit de faire des parties de la sorte. Et bon, il a menti à répétition. Là, quand on dit « the cover-up is worse than the crime », c'est un peu le cas avec Boris Johnson et les Partygate. Si on prend disons, l'infraction en tant que telle, là, ça ne mériterait pas une démission de premier ministre, mais c'est d'avoir menti à plusieurs répétitions. Boris Johnson s'en est retrouvé à carrément perdre le contrôle sur la narrative, perdre le contrôle sur son propre parti. Maintenant, plusieurs de ses propres députés conservateurs appellent à sa démission. Vous voyez comment on a deux politiciens là, qui sont dans une maison où le feu est pogné. Donc, ils cherchent à trouver un moyen de s'en extirper. J'ai l'impression qu'il y a une part de la crise en Ukraine, une part de la crise en Russie qui est attribuable à ça, une part de la panique qu'on voit actuellement. Parce que ceux qui font les déclarations les moins responsables jusqu'ici, et ceux qui sont prêts à aller le plus loin pour défendre l'Ukraine, c'est les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, là-dessus, je vous dirais, c'est quand même assez intéressant parce qu'indépendamment de la position dans laquelle se retrouve Boris Johnson politiquement, on peut quand même relever quelque chose d'assez intéressant là, sur la position du Royaume-Uni qui, devant quelques options quand même, là, par rapport à la question ukrainienne, le Royaume-Uni n'est pas mal pris. Ils ont plusieurs options. Ils ont le choix de s'aligner avec les États-Unis, comme ils le font actuellement, de le faire aveuglément et de juste prendre la même position qu'eux autres. Ils ont le choix d'avoir leur propre politique indépendante de tout le monde, étant donné qu'ils ne font plus partie de l'Union européenne, qu'ils n'ont plus vraiment d'attachement obligatoire envers qui que ce soit à l'intérieur de l'espace européen, et que, encore plus que ça, ils ne sont pas américains. Et même s'ils sont membres de l'alliance de l'AUKUS, on n'est pas dans le Pacifique. Donc, s'il y a un endroit où le Royaume-Uni aurait la chance, l'option de parler à son propre nom et d'essayer de développer sa propre politique étrangère, c'était sur la question ukrainienne. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Non, on a choisi plutôt de rejoindre la Ligue américaine à l'aveugle et de parler de déploiement massif de troupes en Europe de l'Est et d'essayer d'agiter les tambours de la guerre autant que possible et de précipiter cette impression qu'une invasion était imminente. Des deux côtés, c'est assez difficile de cacher la dimension politique dans tout ça. Ça étant dit, je voulais quand même vous mentionner l'aspect intéressant du Royaume-Uni, de voir l'alignement qu'ils sont en train de faire. Je continue rapidement avec qu'est-ce qui se passe actuellement sur le terrain en Ukraine. Est-ce que le risque a augmenté? Est-ce qu'il a diminué? C'est extrêmement difficile à dire. On nous parle de la Russie qui aurait déployé des équipes médicales et de l'approvisionnement de sang. On sait, quand il y a des blessés, il faut avoir des quantités de sang massives pour être capable de traiter ces blessures-là. Certains ont besoin de types sanguins très précis, plusieurs en fait. C'est rare les gens qui peuvent prendre tous les groupes sanguins. Et ça nécessite donc d'envoyer un approvisionnement complet d'hôpitaux de campagne, de médecins, des réserves de sang. Et ça, la Russie vient de le faire.
C'est une indication, selon plusieurs, qu'on se rapproche d'une invasion sans que ce soit des plans imminents, alors que pour d'autres, c'est seulement un détail anecdotique qui ne veut pas dire grand-chose sur l'état stratégique de la chose. Comme je vous le répète, les troupes sont encore extrêmement loin de la frontière. Il y en a quelques-unes qui sont plus près, qui tiennent des exercices, notamment en Biélorussie, sont relativement près de la frontière. Mais encore là, on ne parle pas on ne parle pas, comme on dit, d'organisation des troupes qui pourraient aller de l'avant avec une invasion. On appelle ça organiser des troupes en battle group, donc en groupe de bataille. S'ils ne sont pas organisés en groupe de bataille, que tes tanks ne sont pas organisés avec ton infanterie, que tes hélicoptères ne sont pas déplacés au bon endroit pour les accompagner, qu'il n'y a pas suffisamment d'avions de chasse pour assurer la suprématie aérienne, tout ça, c'est des éléments, des indices qui nous permettent de deviner que la Russie n'est pas encore réellement rendue à l'invasion. Et on s'entend, on y va encore à partir de photos satellites et d'informations relayées par les services secrets américains, britanniques et occidentaux de divers pays. Il faut comprendre que tout le monde a un intérêt à monter ce conflit-là. Comme je vous disais tantôt, il y a une question politique au Royaume-Uni, aux États-Unis, mais encore plus que ça, il y a la question stratégique. Les États-Unis sont en train, sous le couvert d'une possible invasion de l'Ukraine, de remplir l'Ukraine d'armes américaines, de mercenaires, de missiles javelins anti-tanks, de lunettes de vision nocturne. Les Allemands ont fait rire d'eux autres avec ça, mais les Allemands ont envoyé des casques et des hôpitaux de campagne en voulant dire on n'ira pas en guerre avec vous autres, mais si vous voulez vous faire tirer, allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà des hôpitaux puis des casques. Ça a été très controversé en Ukraine d'ailleurs, cette position-là de l'Allemagne. Là, ils ont fait rire d'eux autres beaucoup pour ce don de casques et d'hôpitaux de campagne. Mais vous voyez donc un peu partout, l'attitude reste à l'avantage la situation reste à l'avantage de l'Occident tant qu'il n'y a pas d'invasion. Parce qu'à la mesure où l'Occident envoie des armes en Ukraine, à la mesure où les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, tout le monde rapproche ses troupes et envoie des armes en Ukraine, ce qu'on est en train de faire, c'est renforcer la position de l'Ukraine dans l'éventualité d'une invasion, sans nécessairement dire qu'ils vont être en position de résister, pas du tout. Mais si vous mettez à la place de Poutine, que lui, ce qu'il a devant les yeux, c'est un calcul relativement précis, des estimations, des pertes potentielles et de quoi pourrait ressembler comme coût militaire une telle invasion, et qu'à tous les jours, ce qu'il voit, c'est des avions qui débarquent avec de l'armement américain, puis belge, puis ci, puis français, puis il n'y a pas d'armes françaises, on s'entend, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est à tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a de l'équipement et du momentum militaire qui va en faveur de l'Ukraine. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'une invasion de l'Ukraine serait plus coûteuse pour la Russie, autant au plan économique, militaire que humain. Il y aurait des pertes considérables parce qu'il y a 3 mois, combien il y en avait de missiles Javelin en Ukraine? Vraiment, on les comptait sur 2 mains. Il n'y en avait pas beaucoup. Les États-Unis n'étaient pas prêts à armer l'Ukraine avec des armes létales. Ça a commencé il y a très peu de temps qu'on a été dans cette direction-là. Une fois qu'on sait ça, l'Occident a très certainement avantage à faire durer cette crise-là, puis à exagérer l'état de la menace, parce que ça permet d'avoir un prétexte, une justification pour envoyer des armes et pour renforcer l'Ukraine, ce qui, si on aurait fait en dehors d'un état de crise, aurait déclenché une crise. Si la Russie n'avait pas été directement à frontière, puis qu'on s'était mis à envoyer de l'équipement militaire avancé en Ukraine, ça aurait créé une crise militaire. Et juste ça aurait été suffisant pour attirer les troupes russes et déclencher une réponse de l'armée russe. D'ailleurs, Vladimir Poutine, si vous lui parlez de la crise actuelle, ce qu'il va vous dire, c'est pas que la Russie est l'agresseur, mais bien que la Russie répond à l'agression de l'OTAN qui amène de plus en plus d'équipements militaires et qui avance ses intérêts non seulement en Europe de l'Est, mais aussi en Ukraine. Donc la narrative de la Russie, c'est déjà ça. C'est de dire, écoutez, on fait juste se défendre, vous n'arrêtez pas de racheter des armes, vous n'arrêtez pas de former les Ukrainiens à la guerre, vous n'arrêtez pas de les préparer à un assaut pour ce que voit la Russie comme étant une reprise des territoires séparatistes qui ont été perdus en 2014. Ça, la Russie ne veut vraiment pas que ça arrive. Et c'est tout à fait possible. Si elle n'intervient pas, et que l'armée ukrainienne, après 4-5 ans de formation et de se faire remplir les poches par les pays occidentaux, elle serait peut-être en position de reprendre les territoires de l'Est. Peut-être, effectivement.
Et ça, Poutine ne veut vraiment pas le savoir, donc ne veut vraiment pas que ça se produise plutôt. Donc vous voyez que c'est aussi cette petite joute-là là, de propagande où on essaie de mousser le conflit parce que ça permet de renforcer les défenses de l'OTAN en Europe et ça permet aussi de lancer le signal très fort que l'OTAN ne reculera pas là, sur la question ukrainienne. Qui est la question de la porte ouverte de l'OTAN, qu'on pourrait dire, parce que l'Ukraine, on lui a pas mal déjà dit non, là. On pourrait dire que ce n'est pas encore officiel, mais si vous voulez mon avis, il est assez clair que l'OTAN ne rejoindra jamais l'OTAN, même si on lui garde la porte ouverte, même si on refuse de le dire ouvertement. C'est assez clair que cette concession-là a déjà été faite à porte close, dans les coulisses avec la Russie. Sinon, simplement à cause du potentiel d'escalade que ça déclencherait, cette option-là n'est plus sur la table depuis un bon moment. Maintenant, la question est plutôt à savoir comment est-ce qu'on va faire pour négocier les territoires de l'Est avec la Russie, comment on va faire pour négocier le reste des pays d'Europe de l'Est, comment on va faire, c'est tout ça qui est plus en question. Donc, vous voyez les États-Unis qui exagèrent la menace autant que possible, qui essaient de présenter ça comme imminent d'une seconde à l'autre, aussi parce que ça force la main de Vladimir Poutine. Ça fait 6 mois, 7 mois que ces troupes sont là, 8 mois, depuis le début de l'été, qu'ils sont stationnés le long de la frontière ukrainienne. Donc là, soudainement, ça devient une crise et là, c'est imminent et c'est d'une minute à l'autre. Ce qu'ils font, d'une certaine manière, c'est pousser Poutine à agir. Ils font un peu le pousser à dire, regarde, s'il y a une intervention, il faut que ça arrive parce que ça ne peut pas durer éternellement. Maintenant, il y a le levier du gaz naturel là-dedans qui rentre en compte. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. Donc, il faut juste faire la part des choses, comprendre que ni la Russie ni les États-Unis sont nécessairement chauds à l'idée d'une guerre, mais les deux réussissent à en tirer avantage à leur manière. On l'a exposé un peu dans la vidéo de la semaine dernière sur l'Ukraine, la manière que la Russie tire avantage de la division actuelle dans l'OTAN, de la manière qu'il exposait un peu l'hypocrisie de l'Ouest vis-à-vis de l'Ukraine, et de la manière aussi qu'il démontrait cette capacité de la Russie à avoir une influence à l'intérieur de sa sphère d'influence, l'Asie centrale, l'Europe de l'Est, etc. La Russie est un peu en train de rappeler son rôle historique à l'intérieur de la région. Donc ça, c'est pour la Russie. Comme je vous dis, est-ce qu'on en est plus près d'une invasion? Je ne crois pas. Pas plus près qu'on l'était il y a une semaine. Est-ce qu'on s'en est éloigné? Non plus. Cela étant dit, il y a des signes encourageants qui sont venus, comme je l'ai dit, autant de la part de la Russie qui cherche une désescalade. Du côté des États-Unis, on a quand même quelques signes d'ouverture pour la négociation. Et surtout, ce qui est encourageant, c'est le président ukrainien Zelensky qui sort et s'époumonne à rappeler à sa population de se calmer, de ne pas tomber dans la panique créée par l'Ouest, de ne pas embarquer dans ce mouvement de bandwagon-là, à faire ses sacs puis à sauver du pays. On n'est pas rendu là et il essayait de mettre l'accent là-dessus. Il a dit, d'ailleurs, Zelensky a dit quelque chose d'assez directement pointé vers le président Biden quand il a dit parlait à la nation, un discours à la nation ukrainienne, et il disait c'est pas des images satellites qui peuvent nous dire où en sont les troupes russes. Il dit, vous savez, on a des renseignements, moi je suis sur le terrain. Il dit, il n'y a pas un président qui en sait plus que moi. C'est dur d'être plus direct que ça envers, bien sûr, Emmanuel Macron, mais aussi M. Johnson, mais bien sûr Joe Biden, qui parlent comme s'ils étaient en connaissance complète de cause et comme s'ils étaient directement sur le terrain à parler dans l'oreille de Vladimir Poutine. Mais le fait est qu'on y va encore largement d'informations relayées par les services de renseignement, on y va à partir d'images satellites, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Donc, ce rappel-là de Vladimir Zelensky, à mon avis, était quelque chose d'intéressant parce que ça permettait de calmer un peu la population ukrainienne. Et vous le voyez ici au Canada, autant aux États-Unis, un peu partout à travers l'Occident, les communautés, les diasporas ukrainiennes sont extrêmement inquiètes, là, notamment à cause du climat de terreur qui a été créé au cours des dernières semaines. Donc, on tient l'œil sur ce qui se passe en Ukraine. Jusqu'ici, pas d'escalade en vue. Ça ne s'est pas éloigné non plus d'un conflit. On pourrait avoir un peu d'espoir, peut-être, pour les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques vont s'ouvrir le 4 février pour une quinzaine de jours. Je pense que ça va jusqu'au 20. Écoutez, certaines spéculations à l'effet que la Russie ne voudrait pas aller en guerre pendant les Jeux olympiques. Moi, je trouve ça un peu simpliste comme vision des choses. Je comprends comme certaines personnes pourraient imaginer que Poutine ne voudrait pas brusquer Xi Jinping, ne voudrait pas brusquer la Chine, que son gros party olympique.
Mais je pense que si Poutine détermine dans son calcul stratégique qu'il est le moment d'agir sur l'Ukraine et que la fenêtre d'opportunité va se refermer s'il attend, je ne pense pas que les Jeux olympiques vont avoir un impact quelconque dans ce calcul-là. Est-ce que peut-être c'est une partie, est-ce qu'on y a songé? Écoutez, peut-être que ça a été une discussion avec Xi Jinping, peut-être qu'il l'a mentionné, mais à mon avis, ça ne changera rien dans le calcul stratégique. Donc, mettons un peu d'espoir là-dedans, mais pas trop. À mon avis, les Jeux olympiques en Chine, ce sera ce que ça sera. Et déjà, on voit que la couverture médiatique n'est pas comparable aux Jeux olympiques habituels. Les grands sponsors, les grands commanditaires sont un peu gênés, si on veut, de faire la promotion de Jeux olympiques dont presque tous les pays anglo-saxons font un boycott diplomatique. Il y a une espèce de malaise là, assez apparent. Donc, on continue avec notre prochain thème. Bien sûr, je sais que vous voulez m'entendre parler de ça un peu. Le convoi de la liberté à Ottawa. Je vais essayer de ne pas m'étendre sur disons, sur un argumentaire à savoir qui a raison, qui n'a pas raison, pour la simple et bonne raison que depuis le début, j'ai été très clair là-dessus. Mes opinions personnelles et 7 jours sur Terre, ce sont deux choses complètement différentes. Je n'ai pas envie de les mélanger. Même dans une revue de presse non scriptée comme ça, je ne pense pas que c'est mon rôle de vous dire qui a raison, qui n'a pas raison. Ce que je peux faire, cependant, c'est en analyser les conséquences, les impacts géopolitiques, puis ce que ça pourrait avoir comme répercussion ici à l'intérieur du Canada. Première chose dont il faut prendre acte, c'est qu'on assiste actuellement à un événement historique. Vous pouvez dire que c'est un événement historique positif, négatif, être pour, être contre, mais on assiste à un événement historique. Ce genre de mobilisation-là jusqu'à la capitale nationale, ça ne s'est pas vu pour d'autres causes autres que peut-être le climat. Et encore là, une manifestation à moins 30 n'aurait jamais attiré autant de gens. Ce ne sont pas 10 000, ce ne sont pas 5 000, ce ne sont pas 1 million non plus, malgré certains chiffres qui ont été avancés par notamment les médias américains. Je sais que Fox News avait parlé d'1,4 million de manifestants dans la capitale nationale. C'est grossièrement exagéré. J'ai habité Ottawa moi-même. Écoutez, je connais très bien la ville. Même si la ville était occupée à grandeur par des camionneurs, ce serait difficile d'atteindre 1,4 million de personnes. Je vais ajouter un peu de nuance. Le 1,4 million est tout à fait possible. Pour ce qui est des gens qui ont appuyé physiquement la manifestation à travers les dernières semaines. Parce qu'écoutez, des gens, vous avez probablement vu ces photos, ces images de viaducs bondés de gens tout au long de l'itinéraire du convoi. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu au total 1,5 million de Canadiens qui ont participé activement à cette manifestation-là, qui ont été sur place sans nécessairement être à Ottawa, qui se sont déplacés pour une forme d'appui à la manifestation. 1,4 million serait réaliste. Ça voudrait dire à peu près un Canadien sur 25, un Canadien sur 30. Donc, je ne veux pas exclure qu'il y a eu effectivement un mouvement de masse. À mon avis, c'est le cas. On ne verrait pas ce genre d'appui-là jusqu'à la capitale au beau milieu de l'hiver si ce n'était pas le cas. Cela étant dit, là où je pense qu'on mérite un peu de s'attarder sur l'analyse plus politique, c'est sur la récupération qui en a été faite, autant par les médias que par les différents partis politiques, les différentes organisations. D'abord, bien sûr, vous avez ces groupuscules d'extrême droite, qu'on pourrait dire extrémistes, qui ont décidé de se joindre et de se greffer à la manifestation. Ça étant dit, je tiens à dénoncer l'hypocrisie crasse de quiconque choisit de disqualifier cette manifestation-là sur des bases idéologiques parce qu'il a vu 3-4 drapeaux nazis ou confédérés. On pourrait évoquer les drapeaux soviétiques lors de manifestations de gauche. On pourrait parler d'Antifa dans les manifestations de gauche. On pourrait parler, écoutez, de tellement d'exemples de groupuscules de gauche qui ont eu des attitudes, qui ont tenu des comportements, qui ont eu des comportements toxiques pour le débat public. Maintenant, est-ce qu'on a disqualifié la cause du changement climatique? Est-ce qu'on a disqualifié? Je pense qu'il faut faire extrêmement attention là, dans l'attitude qu'on a vis-à-vis de nos concitoyens. Il n'est pas question d'un convoi anti-vaccin, comme l'a été réclamé par plusieurs médias. Il est question d'un convoi pour la liberté. Assez visiblement, quand on parle avec ces gens-là, quand on voit les revendications du mouvement, on comprend assez rapidement
qui n'est pas seulement question de vaccin. C'est certainement l'élément déclencheur. C'est certainement ce qui a propulsé les gens dans la rue et ce qui a, disons, canalisé et focalisé tout ce mouvement de contestation-là, particulièrement chez les camionneurs. C'est cette exigence de traverser, cette exigence d'être vacciné pour traverser la frontière Canada-États-Unis. Des deux côtés, en passant. Même si on l'enlevait ici au Canada, ça serait essentiellement symbolique, puisqu'aux États-Unis, ils l'ont gardé encore. Quoique ça pourrait ouvrir le dialogue, là. Mais ce que je veux ouvrir, moi, comme parenthèse, c'est surtout l'aspect de la disqualification idéologique. Comme quoi, parce que ces manifestants-là n'appartiennent pas au discours dominant dans les médias, sur la place publique, puis à l'intérieur des partis politiques, qu'ils ne devraient pas être entendus. Encore plus que ça, que leur opinion serait méprisable et presque criminelle. Les propos de Justin Trudeau, quand il qualifie un mouvement de la sorte comme étant marginal et fringe et une minorité à peine, qui vaudrait à peine qui voudrait tout juste la peine d'être discutée, ce sont des propos qui sont irresponsables parce qu'il est en train d'en faire des héros, des martyrs et de démontrer à tous ceux qui participent à ce mouvement de bonne foi à quel point le gouvernement est hostile à toute forme de contestation, même relativement modérée. On parle quand même pas de bloquer les hôpitaux ou de mener des actions de désobéissance civile phénoménales. On parle de conduire un convoi de camionneurs pour manifester jusque dans la capitale nationale. S'il y a un lieu tout désigné pour manifester, c'est Ottawa. Fait que ça, là-dessus, moi, je ne suis pas du tout prêt à disqualifier ce mouvement-là sur la base que c'est parce que c'est anti-vaccin, puis anti-ci, puis anti-ça. Non, tout au contraire. À mon avis, ils ont absolument le droit de manifester. Ils ont le droit de manifester à Ottawa. Non seulement ils ont le droit, c'est leur devoir de le faire. Si jamais ils ont l'impression que leurs droits sont opprimés, sont brimés de quelque manière que ce soit, à quoi ça sert de vivre dans un pays où on a le droit de manifester si on n'en s'en sert pas? À quoi ça sert d'avoir accès à toutes ces institutions démocratiques-là si lorsqu'il y a des droits ou lorsqu'il y a des privilèges qui sont retirés et qu'on a l'impression que c'est injustifié, mais qu'il n'y a pas possibilité d'en discuter sur ces forums démocratiques-là. Et disons-le, les forums démocratiques, le Parlement, les médias, etc., n'ont pas permis ce genre de discussion équilibrée entre les deux camps, aussi déséquilibrée soit la représentation dans les deux camps. Vous me direz qu'il y en a un qui est une minorité, une autre une majorité. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais ce qui est en train de se passer, à mon avis, est dégueulasse. C'est assez clair qu'est-ce qui se passe. C'est que les partis fédéraux ont compris que c'était une minorité de gens, à leur avis, qui appuyaient ce mouvement-là. Ils ont fait le calcul que puisqu'une majorité écrasante de Canadiens étaient vaccinés, qu'il était politiquement prudent de se tenir loin de ce convoi de la liberté-là, parce que ce serait dangereux d'être associé avec un mouvement anti-vaccin. C'est ça que je trouve un peu décourageant. Je trouve ça extrêmement décourageant de voir que le processus politique n'a pas été capable de réagir à ça. Je trouve ça décourageant, je trouve ça une opportunité ratée pour le Parti conservateur, notamment le Parti conservateur qui cherche un moyen d'avancer, qui cherche un moyen de sortir de son époque Harper depuis des années, qui a été incapable de battre Justin Trudeau à deux occasions, malgré une faiblesse notoire du Parti libéral et flagrante au niveau politique, on n'a quand même pas été capable de l'enlever de là, notamment parce qu'il y avait un manque de leadership. À quoi on assiste aujourd'hui avec le convoi de la liberté jusqu'à Ottawa? Un manque de leadership, encore une fois, du Parti conservateur qui est absent à 200%, qui refuse de rencontrer les camionneurs. Et attendez-vous là, à ce qu'il y ait un mouvement d'orphelinat politique, d'orphelin politique assez massif au Canada, parce que tous ces gens qui sont déplacés pour aller voir les camionneurs, pour aller montrer une forme d'appui ou d'une autre, ce sont des gens qui vont voter et qui ont clairement vu que leur premier ministre ne voulait rien savoir, que le Parti conservateur ne voulait rien savoir et que le seul qui était là pour les appuyer, c'était Maxime Bernier. C'est clair que ça, c'est une opportunité ratée par le Parti conservateur. On va essayer de le présenter comme un mouvement fringe, encore une fois, comme un mouvement marginal, mais c'est un risque énorme qu'ils courent. Ils sont en train de jouer leur vie politique, parce que s'il fallait que ce mouvement-là prenne moindrement de la vitesse, que le traitement médiatique
s'adoucissent ou du moins soient un peu plus équitables vis-à-vis de ce qu'on voit et qu'on commence à montrer l'autre aspect de la chose et qu'on se rend compte qu'il y a une traction populaire à l'intérieur de la population, même si tous n'y ont pas participé. Ça va être une bombe politique pour les conservateurs, d'avoir refusé d'appuyer parce que là, c'est assez évident qu'ils se sont tenus loin du convoi. Ça va leur faire mal politiquement, à mon avis, si c'est pour se développer dans une direction où ça va attirer encore plus de traction. Maintenant, peut-être que ça va mourir dans l'œuf. Peut-être que tout le monde va retourner à la maison dans 2 jours et c'est comme ça que ça va se terminer. Je trouve ça un peu naïf. Je pense que c'est passé quelque chose d'assez évident. On voit qu'il y a un mouvement, qu'il y a une traction, un ras-le-bol à travers la population. Et ça, c'est une de ces choses qui vient tranquillement, puis tout en même temps. Une fois que les gens voient qu'ils ne sont pas seuls, une fois que les gens débarquent sur un viaduc à Saint-Étienne à moins 25, puis qu'il y en a 1500 comme eux autres avec des drapeaux, puis des feuilles d'érable de peinturées sur les joues, ils réalisent qu'il y a un mouvement, ils réalisent qu'ils sont plus seuls, ils réalisent qu'il y a une traction et qu'il peut-être qu'il y a une porte de sortie puis un peu d'espoir. Ça risque d'attirer d'autres gens à l'intérieur du mouvement, ça risque de créer un mouvement d'entraînement et ce n'est même pas subtil, la campagne de salissage qui a été menée par les grands médias à l'égard de ce mouvement-là. Ce n'est pas un jugement à savoir qui a raison, qui n'a pas raison, c'est seulement un jugement de quelqu'un qui a étudié en communication, qui travaille dans les médias depuis le début de sa vie adulte et qui voit comment ils opèrent. On voit très bien l'utilisation des images divisives, l'utilisation des drapeaux, encore une fois, les drapeaux nazis et confédérés. On utilise les factions les plus extrêmes pour dépeindre ce mouvement-là. On commence par l'ignorer avant d'ensuite faire comme si ça n'existait pas, puis que c'était juste des niaiseux de toute façon qui se joignaient à ça. Et finalement, là, on est rendu dans le damage control total. Justin Trudeau, évacué de Rideau Cottage, parce que de la maison, de sa maison officielle, j'allais dire 24 Sussex, mais Trudeau n'habite pas au 24 Sussex, ne veut pas y aller. Donc, quand Trudeau, on l'a évacué, il est assez évident ce qui s'est produit. C'est le SCRS ou la GRC qui s'est rendu compte de ce qui était pour se produire, qu'il y avait un risque considérable que le Parlement, ou que Rideau Hall, pardon, pas Rideau Hall, Rideau Hall c'est la gouverneure générale, c'est Rideau Cottage. Faut que je me souvienne exactement c'est quoi le nom de la résidence de Justin Trudeau. Mais bref, que sa maison pourrait être entourée puis qu'il y avait un risque de sécurité considérable. Souvenez-vous ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier dernier. C'était probablement dans l'esprit des agents qui géraient la réponse à Ottawa. Probablement qu'ils y ont songé. Écoutez, ils écoutent nos téléphones, ils regardent vos conversations de courriel. Il n'y a rien qu'ils ne font pas pour justement combattre cette menace terroriste-là éventuelle. Tout l'appareil de sécurité, les policiers, la GRC, le SCRS, la surveillance, les images satellites, tout ce qu'on peut déployer, les agents de renseignement pour essayer justement de prévenir les attaques terroristes. Dites-vous ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement à Ottawa. C'est précisément pour ça qu'on s'entraîne, là. Eux, c'était le SCRS, qui est le service, si on veut, la CIA canadienne. Ils ne vivent que pour ça, là. Eux autres, c'était time to shine, là. Leur existence au complet n'est justifiée seulement que par des journées comme le 29 à Ottawa, comme le 29 janvier et le 30 janvier à Ottawa. C'est justement pour empêcher que ce genre de journée-là dégénère, qui sont payés puis qui sont sans... Écoutez, c'est le chien de garde du gouvernement, ça là. Il est là pourquoi? Pour empêcher que le pouvoir s'effondre. C'est à ça que servent les chiens de garde. À empêcher que le système s'effondre. À empêcher qu'on réussisse à mener un coup d'État. Ou empêcher que c'est ces idées-là qui sont toujours dans la tête des services de renseignement. Donc, il ne faut pas se surprendre que tout le long du chemin, du convoi, les caméras du ministère des Transports étaient fermées et que les images étaient étrangement difficiles à obtenir dans les médias et que, tu sais, il faut comprendre de quoi il est question, qu'est-ce qui est en train de se produire. C'était une menace à l'État canadien en tant que tel. On a tombé en mode panique, on a éloigné tout le monde, on s'est assuré de ne pas donner d'énergie à ce mouvement-là, de surtout faire comme si c'était seulement qu'une petite gang de 2000, 3000 personnes qui se présenteraient à Ottawa. Parce que croyez-moi, si on avait averti qu'on attendait 100 000 personnes, il en serait débarqué 250 000.
parce qu'il y aurait eu un effet d'entraînement. Et ça arrive partout, tout le temps. Souvenez-vous de 2012, les manifestations étudiantes, à partir du moment où on a eu des manifestations de masse, des manifestations énormes, ça n'a pas beaucoup arrêté après ça. Parce que les gens le réalisent qu'il y a un effet d'entraînement, que des gens qui n'ont pas sorti la première fois sortent la deuxième, puis la troisième, et qu'ils en font une habitude, et qu'à un moment donné, c'est de ne pas sortir qui devient l'exception. Ça se voit ailleurs dans le monde, puis il ne faut pas penser qu'au Canada, on est exclu de ça. Donc le convoi, à mon avis, mouvement de protestation tout à fait légitime. Il y a des implications là-dedans politiques qui vont durer longtemps. La trahison du Parti conservateur, le refus de les écouter, ça va faire mal. Je ne suis pas en train de vous dire que Maxime Bernier va monter, loin de là. Je ne crois pas. Je pense que Maxime Bernier avait eu son opportunité. La dernière élection fédérale a raté sa chance, a raté pathétiquement sa chance, vraiment, a été anonyme pendant toute la campagne au complet et a raté son opportunité de capitaliser sur le ras-le-bol des mesures sanitaires. Maxime Bernier a raté son coup. Donc, est-ce que c'est lui qui va récupérer l'énergie? Non. C'est pour ça que je vous dis qu'il va probablement avoir des orphelins politiques au Canada qui vont chercher une maison, qui vont chercher un moyen d'exprimer leur opposition vis-à-vis le mépris qui leur a été témoigné par le Parti libéral, le Parti conservateur, mais aussi tous les autres. Ça va être à suivre. Visiblement, il va y avoir un mouvement politique qui va accompagner tout ça. J'ajoute que si les conservateurs avaient su capitaliser là-dessus, ça aurait été une opportunité extraordinaire. Pour un parti conservateur, pour qui le plus grand défi électoral et le plus grand défi existentiel depuis des décennies, c'est de rallier les deux électorats traditionnels historiques, soit la droite de l'Ouest canadien et les Québécois identitaires, les Québécois francophones plus à droite, qui ne sont pas multiculturalistes, si on veut. Ces deux clientèles-là sont extrêmement difficiles à rallier. Ça a toujours été un gros défi. C'est difficile de convaincre des Québécois et des Albertains et des Manitobains de trouver des intérêts communs et de s'entendre. Ce convoi aurait été une opportunité, si on veut, pour le Parti conservateur de réunir les deux électorats traditionnels, de trouver un enjeu commun, une espèce sans dire lever toutes les mesures sanitaires, sans dire mettre fin à la vaccination, sans dire tout ça. Le Parti conservateur, s'il avait été intelligent et pas aussi pissou, aurait été en mesure de récupérer ça à son avantage en parlant de « on va gérer pour arrêter de diviser les Canadiens, on va gérer pour une gestion alternative de la COVID-19. On ne vous dit pas qu'on va tout ouvrir, on ne vous dit pas qu'on va mettre fin à toutes les mesures parce que visiblement, il y a une partie de la population qui n'est pas réceptive à ce message-là. Plutôt, juste de dire on va faire les choses différemment. Juste de dire on vous entend. Ce que vous nous dites en ce moment, là, on comprend. Puis le message est passé, puis on va l'appliquer dans notre prochain mandat. Juste ça, ça aurait été suffisant. Je ne pense pas que ça aurait effrayé le reste des Canadiens que de voir qu'il y a un parti qui prend acte de ce mouvement historique-là jusqu'à Ottawa. Je ne pense pas que ça aurait froissé qui que ce soit. Pour les conséquences géopolitiques maintenant, il n'est pas exclu que ce mouvement-là ait un effet d'entraînement ailleurs dans le monde sur d'autres pays. Les camionneurs, ça reste une communauté tissée très serrée. Non seulement au Canada, mais on s'entend, les camionneurs canadiens fréquentent beaucoup les camionneurs américains et fréquentent beaucoup eux-mêmes les camionneurs mexicains. Et la communauté des camionneurs se fréquente beaucoup parce que ce sont justement des gens qui traversent les frontières. Donc s'il fallait que ce mouvement-là traverse la frontière canadienne, qu'il soit exporté ailleurs dans le monde, en France, en Angleterre, quelconque. Il y a beaucoup de pays qui ont des difficultés avec le camionnage. Il y avait une crise du camionnage au Royaume-Uni ainsi qu'en Union européenne, pas plus tard qu'il y a quelques mois, parce qu'il manque de chauffeurs. S'il fallait qu'un groupe important se mobilise dans d'autres pays, comme ils sont mobilisés au Canada, ça pourrait devenir très, très, très puissant. Ça pourrait devenir extrêmement puissant puisqu'il serait difficile pour un seul gouvernement de disqualifier ça comme étant un mouvement anti-vaccin minoritaire, quoi que ce soit. Ce serait un mouvement mondial de gens qui se rejoignent essentiellement sur la même cause. Maintenant, est-ce que je pense que c'est possible? Non. Je ne pense pas que ça va traverser la frontière. Je ne penserais parce que le Québec et le Canada sont dans une situation assez particulière, assez
extrême lorsqu'il est question des mesures sanitaires. Je ne me gênerai pas de dire ça. On a un système de santé en échec total, en perdition depuis 40 ans, puis on se surprend de voir que ça déborde encore cette fois. On est le pays avec le moins de lits d'urgence de l'OCDE, le moins de lits de soins intensifs de tout l'OCDE, près de la moitié moins que le Canada, que la moyenne canadienne. Puis on se surprend après ça qu'il y ait un problème majeur avec le système de santé qui force ce genre de mesures draconiennes. À mon avis, en raison de ce contexte-là, ça ne pourrait pas se reproduire ailleurs avec autant d'énergie. Je ne l'exclus pas, mais je trouve que ce serait difficile d'accoter notre niveau de pathétisme qu'on a atteint au Canada et au Québec au cours des derniers mois. Cela étant dit, il y a toujours une conséquence extrêmement puissante et extrêmement influente qui pourrait se produire dans l'éventualité où ce mouvement-là se continue pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines. C'est tout simplement une crise de l'approvisionnement. Ces truckers-là, ces camionneurs-là, ils travaillent, là. Quand ils ne sont pas à Ottawa, ils sont sur la route à voyager du stock. Et le stock qu'ils ne sont pas en train de voyager en ce moment, c'est du stock qui reste dans les entrepôts et qui ne va pas sur les tablettes. Il pourrait y avoir un impact économique sans vouloir dire immédiat, on pourrait dire assez rapide. Là. S'il fallait qu'ils arrêtent de travailler pendant 5, 6, 10 jours, 20 jours ouvrables, on commencerait à avoir des sérieux problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, non seulement au Canada, mais transfrontalier aussi, et l'économie commencerait à payer. Donc, il est très possible que, indépendamment de leur message politique, s'ils sont assez têtus et s'ils restent assez longtemps ensemble et qu'ils ne se lâchent pas, il y a une possibilité que le gouvernement accède réellement à certaines de leurs demandes. Vous allez me dire, c'est complètement je ne sais pas. Pensez-y sérieusement, là. C'est assez clair l'agenda des deux côtés, là. Autant Ottawa qu'au provincial. On réalise progressivement que les mesures ne sont pas aussi populaires qu'ils l'étaient il y a 4-5 mois. Qu'il y a effectivement un ras-le-bol à l'intérieur de la population. Vous voyez au Québec l'itinéraire qui est en train de prendre le pouvoir à ce niveau-là. Sortir tranquillement, pas vite, des mesures, les enlever progressivement l'une après l'autre. Pourquoi? Pour culminer cet été avec aucune mesure du tout, pour être capable, au mois de septembre, octobre, de déclarer victoire et de gagner une nouvelle élection pour 4 ans. Ça, c'est le plan de match de la CAQ, c'est assez évident. Mais dans toutes les officines du pouvoir, autant à Québec qu'à Ottawa, qu'à Washington, qu'un peu partout dans le monde, tous les chefs d'État réalisent presque simultanément que ça ne peut plus durer très longtemps. Donc, il n'est pas fou, il n'est pas complètement stupide, considérant que c'est déjà leur agenda politique de faire ça à moyen ou à long terme, juste pas dans le timing que le veulent les camionneurs. Il n'est pas exclu que le gouvernement fédéral, provincial, fasse effectivement des concessions à l'agenda en disant, regardez, OK, on va lever l'obligation vaccinale pour X, Y affaires, mais dans 3 mois, ou dans 2 mois, ou dans, tu sais, juste d'avoir une date, d'avoir un moment, de s'engager, il n'est pas exclu que ça se produise pour de vrai, là. Si jamais on réussit à avoir un impact sur la chaîne d'approvisionnement, que la capitale Ottawa est réellement bouchée de la manière qu'elle est bouchée là pendant plusieurs jours, on va passer d'une manifestation à une occupation. Et là, le gouvernement va devoir agir différemment, va devoir prendre acte du problème devant lequel il se retrouve. On n'est plus devant une manifestation, mais devant une occupation. Il va falloir négocier éventuellement. Maintenant, vous allez me dire, ils vont faire quoi? Ils vont faire rentrer l'armée? Non. Non, puis je vais mettre 1000 piastres sur la table, puis si jamais vraiment ils font rentrer l'armée, là, je le donne au premier qui prend ma gageure. Je vous le dis, parce qu'ils ne feront pas ça. C'est trop toxique, ils ne veulent pas en faire des martyrs, ils ne veulent rien savoir. Si ça vient vraiment à un point d'impasse totale, le gouvernement va faire des concessions avant de faire de ce mouvement-là des martyrs, à mon avis. Je ne crois pas qu'on aura le temps, malheureusement, pour discuter de la Chine. Je ne pense pas que c'est essentiel non plus de faire ça cette semaine. On peut s'en reparler la semaine prochaine. De toute façon, ça va être le sujet de notre vidéo. Je voulais surtout qu'on fasse un retour sur l'Ukraine, qu'on discute rapidement de la situation sur le terrain et qu'on aborde un peu
le convoi de la liberté. Comme je vous dis, à mon avis, c'est un événement qui va certainement changer la trajectoire politique du Canada. Et si j'ai une prédiction à faire, je vous dirais qu'Erin O'Toole ne finira pas l'année 2022 à la tête du Parti conservateur. Erin O'Toole, le chef actuel du Parti conservateur du Canada, va être remplacé. La fronde est extrêmement forte. On sent qu'il y a un mécontentement à l'intérieur des troupes conservatrices et beaucoup de ce mécontentement-là vient justement de ce manque d'écoute, de cette incapacité à répondre à la contestation puis au mouvement qu'on est en train d'observer en ce moment. Est-ce que c'est un mouvement national? Est-ce que ça va durer pendant des mois? Chose est sûre, c'est que ça dépasse ce que Ottawa s'attendait. Ça, c'est clair. Clair. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ont été surpris par la dimension du mouvement, autant par les estimations amoindries qu'on donnait dans les médias, comme quoi, peut-être quelques centaines de véhicules, alors qu'on voyait clairement qu'il était question de plusieurs milliers de véhicules. Tu sais, à mon avis, Ottawa a été pris les culottes par terre. C'est aussi la raison pour laquelle on a déplacé Justin Trudeau pour des enjeux de sécurité. C'est aussi la raison pourquoi on a refusé de donner son emplacement exact pour la durée des manifestations, qu'on s'en est tenu juste à une région de la capitale nationale sur l'agenda de Justin Trudeau. Tous ces trucs-là, à mon avis, vont avoir un impact. C'est clair que ce n'est pas qu'une manifestation et ce serait naïf un peu de dire que c'est le cas. Opportunité ratée, à mon avis. C'est la meilleure manière de le résumer. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Grand plaisir de discuter avec vous. Bien sûr, je sais, j'en aurai brusqué plusieurs d'entre vous. Je vous rappelle encore une fois que mon travail, ce n'est pas de donner mon opinion personnelle, ce n'est pas de vous dire qui a raison, qui a tort, c'est simplement d'essayer de regarder qui fait des bons moves, qui en fait des moins bons. Et en ce moment, je pense qu'il y a un momentum qui est raté par les partis politiques. Peut-être que j'ai tort là-dessus, peut-être que vous me direz que je suis partisan ou d'un côté, ou anti-troqueur ou pro-troqueur. Écoutez, ce n'est pas du tout mon agenda. Là. Je voulais surtout qu'on s'en parle et qu'on évalue les conséquences de tout ça. Donc, on se reparle la semaine prochaine déjà pour une nouvelle émission. Merci d'avoir été là la semaine dernière pour l'Ukraine. Encore une fois, c'est un record. On n'a jamais vu ça 7 jours sur Terre. Je pense qu'on a fait 100 000 visionnements à l'intérieur de 48 heures. C'est une portée phénoménale. On ne pourra jamais vraiment comprendre à quel point ça fait du monde et à quel point c'est important d'être rigoureux en considération de tout ça. Certains d'entre vous avaient mentionné dans les derniers mois que le contenu était moins fréquent, qu'on sortait moins de vidéos, qu'avant on sortait des vidéos d'1 heure à chaque semaine et que là, on sort des vidéos de 15-20 minutes à chaque semaine. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. C'est qu'on était à 2 segments avant puis qu'on s'est rendu compte assez rapidement, à la mesure où la portée de 7 jours sur Terre augmentait, puis à la mesure où l'audience augmentait, qu'on ne pouvait pas se permettre de travailler aussi vite sur des dossiers aussi importants, aussi majeurs. Assez rapidement, on a compris qu'il fallait s'en tenir à un segment par semaine, solide, recherché, sur lequel on ne ferait aucune erreur et on aurait tout le temps pour faire la recherche nécessaire. La conséquence, si vous voulez mon avis, c'est que les dossiers de 7 jours sur Terre se sont approfondis. Si vous regardez la différence entre les dossiers les plus récents, puis les émissions, disons, entre l'épisode 1 et 15, disons jusqu'à l'épisode 15, vous allez voir une différence flagrante dans le traitement de chaque dossier. Fut-il un temps où on se donnait environ 1500-2000 mots environ de script maximum pour traiter un enjeu. Là, on est plus dans les 3500, 4500, 5000 mots, dépendamment du segment. Fait que c'est sûr que ça devient des méchantes briques, ça devient des ouvrages de référence. Beaucoup de gens nous en parlent 4 mois après, comme quoi je viens de regarder votre vidéo sur Taïwan et telle affaire et vous avez dit telle chose. On comprend que c'est des ouvrages de référence qui sont utilisés par des gens au niveau académique, au niveau scolaire, mais aussi au niveau juste dans la vie de tous les jours. C'est notre responsabilité, je pense, de prendre acte de ça et de sortir des vidéos comme ça, comme une usine. Je ne voyais pas comment c'était compatible avec ce mandat-là. Donc oui, on en sort encore
un peu moins, si vous voulez. On en sort plus 1 heure par semaine. On en fait plus 15 à 20 minutes. Mais vous voyez, progressivement, nos segments s'allongent aussi. On est en train de revenir progressivement de l'autre côté avec des segments de 22, 23, 25 minutes des fois. Donc, rassurez-vous, l'objectif, ce n'est pas de faire moins de contenu, au contraire, c'est d'en faire autant. On travaille les mêmes jours qu'on travaillait avant. On est toujours au bureau 6 jours par semaine. La différence, c'est vraiment juste qu'on a un horaire de publication un peu moins ambitieux. Donc, je vous remercie infiniment de votre présence. On se revoit très bientôt. C'était Benjamin Tremblay. Bye bye.